C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie. Je suis accompagnée aujourd'hui de Francis Beauregard, qui de façon officielle est nommé chargé de projet en économie circulaire chez Elim Conseil, mais qui voulait être présenté comme un dumpster diver pro, professionnel. Alors là, il va falloir qu'on commence par... Peux-tu m'expliquer tes deux rôles? Parfait. Dumpster diving, en fait, pourquoi je voulais proposer ce terme-là, je trouvais que c'était intéressant parce que premièrement, c'est ce que je fais, en fait, dans ma réalité. En fait, la première chose que j'aime faire dans une entreprise, c'est voir leurs poubelles. Ça peut paraître un peu weird comme ça quand je le dis, mais je vais peut-être faire un petit contexte en arrière de ça. Moi, en fait, c'est ça, j'ai travaillé en amélioration continue avant de travailler en économie circulaire. OK. Fait que mon ancien patron, lui, sa philosophie, c'était ça. Voir une entreprise qui est bien gérée, en fait, c'est une entreprise que, surtout, nous autres, on travaille beaucoup en manufacturier. Fait qu'une entreprise qui est manufacturière, quand tu regardes ses poubelles, tu peux tout de suite savoir c'est quoi genre d'entreprise avec laquelle tu vas travailler. Fait que tu vas savoir s'il y a beaucoup de gaspillage. Tu vas savoir, c'est ça, s'il y a beaucoup de pertes. Fait que c'est ça un peu la philosophie. Puis ça t'arrives à lire d'invidence. Exactement. Le niveau de gestion, de productivité, de rentabilité. Oh, wow! On ira voir les noms. On va aller visiter vos poubelles. Fait que, non, mais ça montre aussi le souci du détail d'une entreprise, souvent, jusqu'à où elle se rend, justement, dans sa gestion. Souvent, les déchets, c'est pas le core business d'une entreprise. Fait que souvent, c'est ça. Tu vois que l'entreprise, si elle a la misère à, c'est ça, juste s'occuper de son modèle d'affaires, ben, souvent, ça va montrer dans ça. C'est un indice, je dis pas que c'est l'indice universel, mais c'est un bon indice. Fait que moi, dans mon cheminement professionnel, en fait, là, j'ai travaillé dans une grosse entreprise, justement, qui générait énormément de matières résiduelles. Puis là, j'ai commencé à travailler, justement, avec des agents d'économie circulaire en Montérégie, où est-ce que j'étais. Puis, je me suis rendu compte que ça m'a ouvert les yeux sur l'économie circulaire, c'était quoi. Puis, c'est ça, j'avais le goût de creuser la question. Puis, j'ai découvert que c'est vraiment intéressant. Fait que ça m'a amené à faire du dumpster diving à Rimouski. Fait que d'aller dans les entreprises, puis justement, essayer de retrouver des solutions à ce qui gère comme matière résiduelle. OK, à faire quelque chose avec des vidanges. Exact. Il y a pas de vidange, en fait. Il y en a pas de vidange. C'est des trésors que tu arrives à revaloriser. Pas toujours. OK, justement... On les accompagne quand même. L'économie circulaire, c'est quoi? Ouais. À la base, là? L'économie circulaire, c'est un terme, je trouve pas complexe, mais un terme... qu'on associe à quelque chose de flou. Mais en réalité, c'est du concret, comme à tous les jours. Toutes les entreprises font de l'économie circulaire. Aussitôt qu'on parle de recyclage, de compostage, tout le monde connaît ça. Je pense que c'est pas encore assez bien implanté, personnellement. Mais après ça c'est une des facettes. Après ça, on parle d'écologie industrielle, fait que des partenariats entre des entreprises où est-ce que un déchet de un va devenir une matière première pour une autre entreprise. Mais après ça, il y a 12 stratégies en fait de l'économie circulaire. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs stratégies qu'une entreprise peut adopter pour essayer justement de réduire ses matières résiduelles. Puis même idéalement repenser à la base son modèle d'affaires pour essayer de pas générer de déchets puis de réduire ce qu'elle consomme qui va dans ses poubelles, qui coûte de l'argent. Parce que moi, j'en ai vu dans les dernières années des entreprises qui ont fait un démarrage, un modèle d'affaires basé sur l'économie circulaire. Donc, basé sur j'observe ce déchet, entre guillemets, qui existe, comme par exemple avec la drèche de bière. On a vu ça passer beaucoup. Je veux dire, comment je vais revaloriser ça dans un produit. Donc, tout le modèle d'affaires
était basé sur ça. Puis ça avait comme au lot, les jus lots, tu sais, je veux dire, à la base, c'est de prendre des fruits et légumes, entre guillemets, moches et de les revaloriser dans un produit. Donc, tu crées quelque chose qui a beaucoup de valeur avec quelque chose qui en avait pas aux yeux des autres. Mais pourquoi on intègre ça? Disons, là, c'est le fun parce que quand tu dis, OK, eux autres, c'est leur modèle d'affaires. Mais disons, une entreprise que ça fait 5, 10, 15, 20 ans. Pourquoi on s'intéresse au modèle d'économie circulaire? Parce que le plus ça va, plus nos sites d'enfouissement se remplissent. Ils vont devenir pleins un jour ou l'autre. Puis, il y a personne qui peut ouvrir un site d'enfouissement à côté de chez eux. Fait que les entreprises, à l'heure actuelle, selon mon opinion personnelle, ne payent pas assez cher pour ce qui envoie l'enfouissement. Ça, c'est un des problèmes. Mais de plus en plus, ça va... Et pour l'eau, et pour l'électricité, et pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est ça. Fait que ça coûte plus cher. Fait qu'un jour ou l'autre, les entreprises n'auront pas le choix de se pencher vraiment sur la question. C'est le jour où est-ce que ça va être assez rentable pour que quand ils regardent leur projet, dire mon retour sur investissement, par exemple, développer une machine qui va valoriser, je sais pas moi, un déchet quelconque. Mais ça va être aussi rentable de travailler sur des projets comme ça que des projets pour accroître la productivité ou pour acheter un robot pour produire davantage. Peux-tu me donner un exemple? Tu peux nommer ou pas, je te laisse choisir qui tu nommes ou qui tu gardes confidentiel, mais un exemple concret d'une business qui roule, qui ne faisait pas nécessairement... on fait tous un peu d'économie circulaire. Tu sais, nous, on a du compost dans notre congélateur qu'on ramène de temps en temps ou compost à la maison. Mais au-delà de ça, là, qui vraiment va retravailler son modèle d'affaires pour intégrer l'économie circulaire. As-tu des exemples tangibles à nous donner? Il y a plein d'exemples. Là. Ça, nous, peut-être que dernièrement, on entend beaucoup parler de la pêche ces temps-ci. Là, la pêche a des gros enjeux d'approvisionnement, justement, puis génère quand même beaucoup de déchets, en fait, des coproduits qu'on appelle la marée sous-produits, coproduits, name it, là, c'est un déchet. Mais là, ils se disent, mais là, finalement, si on a des enjeux justement d'approvisionnement, il faudrait peut-être s'assurer que qu'est-ce qu'on transforme, on transforme le plus possible de matière. Fait que là, c'est là que ça devient intéressant parce que là, il y a des enjeux réels sur le terrain. Fait que là, c'est là que les gens se mettent ensemble, disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec, moi, je sais pas, moi, mes carapaces d'homard, mes carapaces de crabe, mes coquilles de bourgeot, mes filets de truite, ces morceaux-là qui sont jamais valorisés, mais qui, en réalité, ils peuvent parfaitement être valorisables en nourriture humaine, dans des sous-produits pharmaceutiques, cosmétiques, en tout cas, il y en a plein. De l'engrais. Malheureusement, c'est la nécessité qui force justement ces changements-là. Tu sais, on le voit souvent, des exemples concrets là, de gens... c'est pour ça que je dis l'économie circulaire, c'est un peu flou parce que si on recule peut-être 50, 100 ans en arrière, l'économie circulaire, c'était même pas un terme qu'on connaissait, mais tout le monde le faisait. On recyclait... Je parlais avec une autre fois une dame qui me disait que sa mère prenait des vieux pneus, faisait des souliers avec, elle prenait des poches de jute, puis elle faisait des robes avec, parce qu'il n'y avait pas le choix. J'entendais dire qu'aux îles de la Madeleine, ils prenaient des algues pour faire... pour mettre dans les murs, c'est ça, comme isolant. Ou, quand on n'a pas le choix, quand les gens sont pris avec leurs déchets, comme aux îles de la Madeleine, ça devient un enjeu. C'est nécessaire de trouver des solutions. C'est dans ce cas-là que c'est des entreprises. Puis, il y a d'autres exemples aussi. Là, il y a des entreprises, justement, que le gouvernement va dire, maintenant, votre site d'enfouissement, il y a des entreprises privées qui ont des sites d'enfouissement, dire, maintenant, vous allez devoir payer pour ça. Puis là, c'est là que là... Ils deviennent créatifs. Là, ils deviennent extrêmement créatifs ou viennent cogner à plein de portes différentes. Puis c'est le fun parce que au Bas-Saint-Laurent, on a des centres de transfert technologique qu'eux, ils ont de l'expertise pour faire de la recherche, Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de solutions pour tout le monde demain. Mais au moins, on peut expérimenter des choses avec ces gens. Et j'aime ça dans ce que tu dis parce qu'en plus, oui, c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour l'organisation parce que si tu as des sous-produits que tu valorisais pas, c'est des nouveaux verticaux de revenus qui rendent, nos organisations, là, ça va pas très bien, là, en ce moment parce que tout le monde, les employés veulent plus de salaire, il faut gagner plus d'argent, mais comment tu fais pour gagner toujours plus d'argent? À un moment donné, il faut que tu sois créatif aussi. Je trouve ça intéressant. Puis, c'est quoi des stratégies
qu'on peut mettre en place, de dire, hey, dans mon plan de développement de mon entreprise, je vais intégrer de l'économie circulaire davantage. Comment qu'on prend ça? Comment qu'on prend ça pour commencer? Ben, c'est ça. Juste d'être conscient de qu'est-ce qu'on met dans nos déchets. Ça, c'est la première chose à faire. Tu sais, c'est juste de voir qu'est-ce qu'on met dans nos déchets. Puis après ça, ben là, c'est ça. On connaît déjà le recyclage, le compostage. Les gens me connaissent au niveau résidentiel, tu sais, on en fait tous chez nous. Fait que on a comme pris l'habitude de ça. Fait que c'est juste de savoir qu'est-ce qui est les services qui sont offerts par la municipalité pour voir justement si je peux recycler davantage ou composter davantage au lieu d'envoyer l'enfouissement. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, ben là, c'est ça. L'écologie industrielle, c'est ça que je trouve intéressant, que je vais amener aujourd'hui, mais c'est une forme de partenariat stratégique. Okay. Tu parlais de la drèche tantôt, mais eux, les agriculteurs puis les microbrasseries ont compris avant que le terme d'économie circulaire existe, en fait. Eux, en fait, étaient pris avec des drèches, qui est un sous-produit de la transformation pour la bière. Puis ils se sont dit, ben pourquoi envoyer l'enfouissement? J'ai un cultivateur à l'autre bout du rang, il a besoin de nourriture, fait que on va se faire une entente ensemble. Puis il n'y a même pas d'entente souvent formelle, c'est juste, au lieu que je paye pour enfouir, je vais appeler telle personne, il va venir le récupérer à sa charge, puis moi, une fois par semaine, il va venir, puis on va s'arranger, puis c'est un partenariat qui se fait naturellement. Fait que c'est ça. Pour eux, c'est ça, c'est bénéfique, c'est gagnant-gagnant, chacun de leur côté. Un paye pas l'enfouissement, l'autre, il paye pas pour un intrant qui... du matériel qui peut être même dur à trouver là, dans le contexte actuel. Tu sais. Puis, je fais le parallèle, tu sais, moi, j'ai une petite business en service. Dans le service, je trouve ça difficile de transposer ça parce que côté déchets, on n'en fait que très peu. Mais on a on pèse lourd sur l'environnement d'un point de vue de la technologie, du nuage, des courriels, des PDF, l'intelligence artificielle. Tu sais, nous, grande consommatrice là ici de tout ça. Fait qu'on voit qu'on a un poids. Puis j'ai la difficulté à transposer l'économie circulaire au monde du service. Effectivement. Puis ça, c'est un autre défi qu'on vit au quotidien. Nous, on n'a pas de réponse à ça pour l'instant. Je pense que d'autres stratégies qui seraient intéressantes à explorer présentement, c'est tout ce qui est au niveau du partage de savoir-faire. C'est peut-être moins dans ta corde, mais nous, on essaie de travailler un exemple des cafés réparation qu'on a organisé justement. C'est comment aider les gens à être plus autonomes dans la réparation puis l'entretien de ce qu'ils font. Puis ça, des fois, c'est juste un partage de savoir-faire entre des gens qui ont une expertise puis des gens, justement, qui sont intéressés à participer. Au niveau de l'intelligence artificielle, on n'est vraiment pas rendu là, je pense. Mais c'est bon ce que tu viens de dire parce que si tu savais le poids qu'on a à fouiller, à chercher, à essayer des affaires technologiquement, puis quand tu dis, ben oui, je peux réparer un toaster, OK? Un grille-pain. Un grille-pain, c'est ça. C'est des termes plus... Que mes parents soient fiers de mon français en français. Mais aussi, tu peux, en allant... Ne serait-ce que le balado, là. Il y a beaucoup d'outils derrière le balado. Il y a de l'intelligence artificielle. Mais si je fais plein d'essais-erreurs, ça va coûter beaucoup plus cher d'un point de vue de l'environnement que si je consulte, que je paye 250 pièces $ quelqu'un qui est super calé, qui va me dire « passe par ce chemin-là ». Il y a une forme d'efficacité là-dedans. Puis c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse davantage. Puis dans le service aussi, ça, c'est un... Tu sais, des fois, mais ça, je veux pas divaguer, mais c'est un autre dossier parce que dans le business, souvent, c'est plus facile de valoriser du dur. Je te vends un cahier, j'ai un cahier dans mes mains, je le touche. Mais dire « Ah, Marie-Michel, elle charge tant pour 1 heure. » Mais mon Dieu, elle est tombée sur la tête. Voyons, ça, il prend juste comme... Elle me répond, puis c'est vite fait, bien fait. Mais tu sais, quand tu payes 1 heure en service, c'est que tu payes pour les 15, 20, 30 dernières années de la personne pour qu'elle te réponde aussi efficacement en 1 heure. Mais je trouve que c'est intelligent de se dire « Hey, nous, en service, il faut se partager du savoir-faire. » Parce que les recherches, les vidéos YouTube qu'on regarde pour comprendre, les outils qu'on essaye, on ouvre 4 comptes, puis on fait plein d'essais à gauche puis à droite. Mais pour vrai, puis c'est aussi du temps. C'est aussi du temps. Là, on parle plus d'environnement. Ouais, c'est ça. En termes de productivité, on l'a vu dans les chiffres qu'on n'est pas super productif. Là. Québec, Canada, on a des croûtes à manger en productivité. Mais bref, j'aime ça. Avais-tu d'autres propositions de stratégies qu'on peut mettre en place? Oui, définitivement. Tu m'as ouvert la porte sur le partage de savoir-faire avec l'entretien et réparation. Ça, c'est une autre stratégie, en fait, pour
prolonger justement la durée de vie de nos matières. Fait que quand je parle d'entretien-réparation, je parle du café-réparation, mais je parle aussi du cordonnier local, de notre réparateur d'électronique aussi, que c'est des gens qui ont un savoir-faire qui est... moi, je pense qu'un jour, on a pu, en fait, des programmes de réparation, en fait, de cordonnerie, puis d'électronique, puis pourtant, tout le monde a un truc électronique chez eux. Mais c'est sûr que le premier réflexe, c'est ça. Faut qu'il y ait des réparateurs si les gens veulent faire réparer leurs choses. On parle beaucoup d'obsolescence programmée ces temps-ci, mais s'il n'y a personne pour les réparer, c'est le fun parce qu'il y en a des gens dans notre communauté qui ont ces connaissances-là, mais souvent on ne sait même pas. Puis on cherche qui est capable de réparer ces choses-là. Justement, on va sur YouTube, on essaie des choses, d'essayer d'utiliser justement le savoir-faire de notre communauté un peu plus. Et puis avant qu'on aille à ton autre point, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève de la culture d'entreprise et d'organisation parce que j'observe autour de moi qu'il y a vraiment des cultures comme la firme. Moi, j'en suis fière. On a toujours eu, puis il y a plein de gens qui se sont joints qui ont quitté la firme, mais c'était toujours une valeur de faire réparer ses souliers, de faire réparer son téléphone, même une fois, Katrina elle a fait mettre une nouvelle carte SIM dans son téléphone pour avoir ses 2 lignes au lieu d'avoir 2 téléphones. Puis moi, j'ai récupéré son téléphone qui était plus neuf parce que le mien était fini. Puis tu sais, c'est une culture puis c'est important de la mettre en place parce que dans certaines organisations, la culture, c'est d'avoir le dernier cri du cellulaire, le dernier cri du téléphone, du chat, de la sacoche. Il y a aussi quelque chose pour avoir un certain... Là, je vais aller loin, je travaillais en grande entreprise. Pour avoir un certain statut, ça vient avec des objets, tu sais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui relève de la vision pour la culture d'entreprise, puis ça doit un peu venir d'en haut. Effectivement, c'est encore mieux que celui d'en haut. Quand les gens qui ont beaucoup d'argent, là, tu sais, qui donnent l'exemple, qui gardent une vieille voiture, qui font réparer les affaires. En tout cas, je le note ici, là, parce que en termes, on parle aussi de gestion aussi, là, c'est pas juste de le faire réparer, mais c'est de développer une culture où c'est ça le premier réflexe. Puis je pense que moi, ça fait 2 ans que je suis à Rimouski, en fait. Puis une des premières choses que j'ai remarqué quand on arrive à Rimouski, c'est qu'il y a une communauté très tissée serrée. Puis souvent, il y a aussi, moi je peux dire, une forme d'autonomie. Tu sais, les gens aiment pas, justement, que les gens de Montréal viennent ou se faire dire des choses. Fait qu'ils ont appris à se débrouiller par eux-mêmes. Tu sais, fait des exemples, comme je nommais, tu sais, de Magnatronic, qui est une entreprise justement d'ici qui répare des trucs d'électronique, c'est super, tu sais, c'est d'avoir ces gens-là qui peuvent nous aider, puis tu sais, ils sont fiers de leur savoir-faire, puis on va dans toutes les villes, quand c'est comme organiser les cafés réparation, il y a tout un réseau informel de gens que, tu sais que Jean, il va réparer telle chose, puis Eric, il va réparer telle chose, tu sais, c'est pas formel, mais tu sais, tout le monde se connaît par bouche à oreille, puis c'est ça qui est le fun, il y a un réseau tissé serré, puis c'est juste assez gros, Rimouski, pour que les gens se connaissent bien. Comment il s'appelle? Magnatronic? Magnatronic, je vous invite à aller... on va mettre le lien. Ouais, c'est ça. Ils ont réparé justement, il faut aller chercher ma batterie de tondeuse parce que j'avais ton pissenlit. On est passé le 1er juin. C'est ça, j'avais fait ça. Mais c'est cute parce que l'autre jour, puis après, on continue dans tes stratégies, là, mais l'autre jour, Katrina, elle est passée à la maison, OK? Puis, elle est venue à pied du bureau, chez nous. Puis, la rue, c'était plein de pissenlits partout, tu sais, des gazons vraiment hauts. Puis, elle a dit justement, je reviens à mon idée de culture, là, autour de nous, mais elle a dit, c'est le fun parce que toi, dans ta rue, dans ton quartier, on dirait que vous êtes une gang de hippies avec du long gazon, tu sais, puis tout le monde est dans le... Versus, c'était le seul... Tu sais, c'est ça la culture, c'était le seul qui garde ton gazon, qui lève tes pissenlits, puis t'es marginalisé en guillemets parce que il y a un statut qui vient avec un beau gazon là, coupé. En tout cas, bref, il y a quelque chose qui... Bon débat, Mais je pense qu'on serait du même bord de la table. Je pense que ce serait pas un bon débat, je pense. Ça serait pas un débat, ça serait une chambre d'écho, mais bon. D'autres stratégies? Ben oui, définitivement. Là. On parlait c'est ça, des partenariats stratégiques. On parle souvent de dons, tu sais, de commandites, des choses comme ça. Mais tout l'aspect don et revente, tu sais, on connaît tout marketplace. Ouais. Là, si on est dans la bonne période, tu sais, la période des collègues des encombrants ces temps-ci, tu sais. Fait que il y a tout un réseau de gens, justement, là, qui vont mettre il y a des gens qui vont mettre leurs objets, leurs déchets à l'extérieur. Puis il y a un réseau informel de gens qui vont se promener, qui vont ramasser
qu'est-ce qu'est le métal. Puis même, tu sais, moi, des fois, je me promène puis je vois du bois qui a été épais. Fait que, tu sais, c'est une forme d'économie circulaire depuis la nuit des temps. Mais c'est ça, c'est une des... Puis évidemment, il y a aussi la plateforme de la ville de Rimouski qui a une page sur le don de biens réutilisables. Fait que si on a des meubles, ben, on peut lui donner des meubles. Marketplace, Kijiji, on les connaît tous. Fait que ça, c'est une forme d'économie circulaire pour prolonger la durée de nos objets. Okay. Il y a le reconditionnement, c'est ça. Reconditionner des véhicules, souvent réparer et reconditionner. On a des entreprises qui reconditionnent des pneus à Rimouski aussi. C'est une forme d'économie circulaire. Fait que prendre un bien matériel puis le reconditionner pour le remettre à l'état neuf. Ça, c'est une stratégie pour plonger. OK, reconditionner, ça veut dire prendre quelque chose qui n'est pas neuf puis faire une remise à neuf. Exact, une remise à neuf. OK. Surtout avec des outils, des véhicules motorisés, des pneus, ça, c'est une stratégie employée aussi. Il y a une stratégie qui est plus, je veux dire, plus champ gauche, ils appellent ça l'économie de la fonctionnalité. Ça, c'est une nouvelle bébite, en fait, où est-ce qu'on vend pas un bien, on vend une fonctionnalité. Je donne un exemple. Tes souliers, mettons que t'aimes ça, avoir plusieurs paires de souliers, mais je dis pas que t'aimes avoir souliers. Mais exemple, quelqu'un qui aime beaucoup avoir des souliers. J'ai rentré, il y avait plusieurs paires de souliers. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de souliers. Mais ils sont là depuis 5 ans. Mais ce que je te dis, c'est que maintenant, tu vas pouvoir, non seulement, t'achèteras pas une paire de souliers, tu vas pouvoir acheter une utilisation de souliers. OK. Puis ton soulier, une fois qu'il va être en fin de vie, il va être récupéré, puis il va être broyé, recyclé, puis refaire des souliers. On est rendu là. Ouais, OK, c'est chouette. Mais on a vu ça passer dans le temps à Montréal. Je trouvais ça, c'était du génie parce que les femmes, souvent, on est stigmatisées ou du moins pointées du doigt quand, tu sais, des femmes qui sortent souvent dans des événements, je vais dire mondains, là, mais ça peut être du PR, ça peut être des femmes entrepreneurs, puis, tu sais, tu peux pas toujours mettre la même robe, sinon tout le monde dit « Ah, elle a encore la même maudite robe », tu sais. Puis les hommes ont toujours les mêmes complets, il y a personne qui questionne ça, mais les femmes, là, en tout cas. Et là, il y a eu des locations de robes, puis c'est des robes qui coûtent cher, là. On n'a pas les moyens d'en acheter 3 par mois, là. Puis tu pouvais louer ta belle robe, puis aller à l'événement, être crédible, puis c'était la première fois qu'on te voyait dedans, puis après, c'est fini sur les photos. Puis je trouvais ça, c'est du génie. Plus besoin de garde-robe. Exact. Des robes qu'on met jamais. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis c'est la même chose qui se fait dans le pneu aussi. Tu sais, maintenant, Michelin, il vend plus des pneus sur les camions, les remorques. Ils vont vendre un kilométrage. Fait que tu vas faire 50 000 km avec un pneu, puis il va reprendre son pneu, il va le recycler. Fait que c'est le genre de changement de paradigme au niveau de l'économie qu'on voit, justement. Mais c'est du génie d'un point de vue de l'entreprise. Ouais, mais c'est des nouveaux modèles d'affaires, en fait. C'est bien plus payant. C'est vraiment un partenariat maintenant. C'est plus un lien de... C'est plus le même lien que tu as avec ton client, en fait. C'est vraiment un partenariat que tu développes avec ton client. Je parlais avec un autre exemple. C'était quelqu'un qui faisait des ventilations, des docks dans des cuisines de restaurants, tu sais. Souvent, le restaurateur, tu sais, lui, c'est pas son expertise, tu sais, l'ajustement des paramètres d'un dock. Fait que, tu sais, lui, le fabricant de ces biens-là, il disait, ben, moi, je vais faire je vendrai pas de dock, je vais vendre mes services, tu sais. Je vais l'installer, puis après ça, on va l'ajuster. Puis, tu sais, s'il me dit que c'est pas correct, on va travailler ensemble, on va réajuster. Puis, tu sais, fait que, tu sais, lui, c'est une façon, justement, de bâtir des liens avec ses clients, au lieu de juste dire, je te vends un objet, utilise-le, tu sais, pas tout à fait de la bonne façon, il va briser, il va falloir que je revienne, tu seras pas content de moi, puis, tu sais, ces choses. Fait que lui, il a bâti comme, c'est ça. Lui, il a dit, je vais vendre l'utilisation de mon bien, je vais vendre son bien. Ben, tu fidélises, tu vends, la facture c'est pas une transaction, après c'est fini, on perd le lien d'affaires, ça. Tu sais. Ça dure dans le temps, tu sais. Cet objet, il va être bien utilisé parce que, tu sais, il va être bien entretenu, il va être bien opéré, il va avoir de la formation, tu sais. Fait que c'est meilleur pour l'environnement à un certain sens parce que tu vas pérenniser ton objet. Ta matière première, tu la reprends, t'as pas besoin de la racheter. Exact, c'est ça. C'est ça, une boucle, exactement. Oh wow, ok, j'adore. Ok, là, je comprends. C'est ça. Je comprends, c'est des bons exemples, Francis. J'en ai d'autres, attends. J'en ai 2 derniers. Je suis prête. Parce que je me souviens, non? Il y a aussi, il appelle ça l'économie collaborative aujourd'hui. Okay. Ça, c'est des modèles plus concrets qu'on voit. Oui. Là. Il y a un bel exemple avec Rimouski, l'outillerie, en fait, où est-ce que, en fait, au lieu de vendre quelque chose, on va prêter quelque chose. Fait que tu dois devenir membre
le nombre d'entreprises, puis au lieu d'acheter ta pioche, acheter ton râteau, acheter ton marteau, acheter ta drill, acheter tes 1000 outils, ben, tu vas dire, je vais devenir membre, puis je vais emprunter. Comme une bibliothèque, en fait, là, qui est un principe de location, comme tu as parlé aussi, un principe de location. Donc ça, c'est un bel exemple. Il y a d'autres modèles qui s'en viennent au niveau comme mobilité partagée, où est-ce que tu n'auras pas besoin d'avoir un véhicule, tu vas pouvoir emprunter un véhicule avec un bassin de véhicule, fait que ça, ou des vélos. Fait qu'il y a des modèles aussi comme ça qui sont en train d'arriver, où est-ce que c'est ça. On réduit la quantité de biens, puis on utilise plus fréquemment ces biens-là. Okay. Au lieu que ta drill elle serve 5 jours par année, ben, elle va être ouverte à tout le monde pour pouvoir l'emprunter. Puis quand t'es brisé, ben c'est toi qui es pris avec la réparation. Exact, c'est parce que là, ben, tu payes un membership, mais ça te donne accès à un bien qui est réparé, qui fonctionne. Puis même une formation sur comment utiliser ta perceuse. Puis c'est ça. C'est pas tout le monde qui sait comment utiliser la scie à onglet ou la scie sauteuse. Fait, c'est ça. D'avoir quelqu'un qui va te montrer comment bien l'utiliser. Puis tu n'as même pas besoin d'avoir de garage pour l'avoir. Dans ton garage aussi, il faut que tu le chauffes, ce garage-là. Ça a toute l'électricité. C'est une façon de réduire ses dépenses, puis c'est mieux pour l'environnement. C'est tout l'aspect d'économie circulaire qui est stratégie en fin de vie. Fait, comment optimiser les matières. Puis après ça, il y a ce qui est le plus difficile dans l'économie circulaire, puis ce qu'on essaie de faire un peu, comment je peux dire, qui est vraiment plus dur, c'est comment repenser la consommation de matières premières. Parce que c'est ça. L'économie actuellement, l'économie linéaire, c'est que tu transformes les matières, après ça, tu les distribues, tu les utilises, puis tu les jettes. C'est ça un peu le cycle. Fait que ça, c'est linéaire. Fait que ça va tout un enfouissement. Maintenant, ce qu'on essaie de faire avec l'économie circulaire, c'est de faire des boucles. Mais à la base, si tu es capable de repenser la consommation de matière en optimisant justement tes procédés. Exemple, des entreprises qui utilisent la mélamine, exemple, qui font des comptoirs. Ben, ils vont couper un morceau, puis il va y avoir des pertes. Mais comment est-ce que les machines peuvent couper pour s'assurer qu'il y ait le moins de pertes possible? Il va toujours avoir des pertes. On ne vise pas zéro perte. Mais comment est-ce que je peux optimiser mes opérations pour ça? Puis après ça, comment est-ce que je peux avoir un approvisionnement responsable? Comment je peux travailler avec mes partenaires locaux, justement, à circuit court pour éviter mes GES, les coûts de transport, ces choses-là. Puis la dernière chose, c'est l'éco-conception. Ça, c'est le fun parce qu'on a des entreprises, justement, ici, qui sont super créatives, qui ont décidé qu'ils se faisaient des propres emballages avec leurs propres déchets. L'exemple des boîtes de carton, ben, je vais prendre une boîte de carton, je vais faire un emballage avec, tu sais, on a une deuxième vie. Fait que, tu sais, il conçoit en partant son produit en fonction des déchets qu'il y a. Ça, c'est vraiment. Puis comment on fait dans nos entreprises pour identifier des opportunités? C'est les premières. Tu sais, j'ai aimé ça, t'as parlé de, OK, oui, les déchets, les coûts de transport, l'approvisionnement, les pertes, ça, c'est toutes c'est toutes des places où on peut poser notre regard, dire, hey, est-ce qu'il y a une opportunité d'optimisation là? Puis une opportunité de développer de l'économie circulaire à cet endroit-là? Mais comment on fait quand on est néophyte, là, quand on n'a pas encore pensé comme ça avec notre cerveau? Là, on dit, OK, on va apprendre un nouveau chemin dans ma stratégie d'affaires, dans mon modèle d'affaires. Où est-ce que je pose mes yeux pour voir des opportunités d'économie circulaire? T'appelles Elim Conseil. C'est pas ça. Oui, Elim Conseil, demandez Francis. Non, c'est ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui va aller voir. C'est pas grave, mais comme je disais au début... watch out, là. Ouais, c'est ça. C'est podcast, là. C'est ça. Mais déjà, à la base, comme je disais, allez voir ces déchets. Les entreprises, je parle comme si les entreprises seraient pas au courant. Ils savent déjà c'est quoi leurs déchets. Ils savent c'est quoi. Tu sais, s'il y a il y a déjà, comme je disais, il y a déjà des stratégies d'économie circulaire à mettre en place. C'est souvent naturel quand ça coûte cher. Fait que les entreprises qui génèrent beaucoup de déchets vont naturellement faire des partenariats quand c'est rentable pour eux. Et là, où est-ce qu'ils vont pas le faire? C'est quand c'est plus avantageux de jeter que de... Fait que souvent, c'est juste puis je l'ai fait un peu dans mon ancienne organisation, c'est de s'asseoir avec les gens dans ton entreprise, puis dire, OK, voici nos déchets, qu'est-ce qu'on a en déchets. Puis souvent, même avant d'aller là, de voir avec la comptabilité, de dire, souvent le poste budgétaire de déchets, souvent il est un peu nébuleux, il est caché dans les frais, tout ça. On peut juste dire, on va sortir, puis voici ce que ça nous coûte jeter. OK? Maintenant, ce budget-là, à chaque année, il est récurrent, il va augmenter en coût parce que les frais d'enfouissement, ils diminuent pas, ils vont augmenter. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mes partenaires actuels, souvent, parce qu'on les connaît déjà, nos partenaires? Juste dire, écoute,
sais pas moi, j'ai des barres de métal que tu récupères. Là. J'ai tel résidu, là. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble sur ce résidu-là? Tu sais, juste de... Ça me fait penser un peu à ce que vous aviez dit dans l'article que j'ai lu, tu sais, qui était la parole de Mario Forleo, c'est ça? Mario Forleo. Mario Forleo. Would it be cool if... Ah oui, ouais. C'est ça, c'est juste de voir avec tes partenaires, justement, de se dire, on pourrait-tu faire quelque chose de plus dans notre partenariat, justement? On pourrait-tu valoriser telle chose? Tu connaîtrais-tu quelqu'un qui serait capable de faire ça? Juste de creuser un peu plus, puis d'impliquer aussi les employés à la base qui génèrent ces déchets-là, ou genre souvent, même le concierge, c'est souvent assez rare qu'on consulte cette personne-là. C'est tellement une erreur. Exact. Mais tu sais, lui, il voit concrètement sur le plancher sont où les pertes, sont où les sources de gaspillage, ces choses-là, puis pourquoi pas lui poser des questions, tu sais, pourquoi tu jettes ça aux poubelles, tu sais? Ben, parce que souvent, ça peut être des détails, des fois, là, tu sais, juste, je sais même pas c'est quoi le recyclage, je sais même pas où, tu sais. Ça peut être des détails comme ça. Ça n'a pas besoin d'être une grosse stratégie. C'est juste ça. Regardez voir quels sont tes déchets, voir tes partenaires, puis consulter tes employés internes. Puis si vous êtes en manque d'idées, ben c'est ça. On a des idées. Il y a des consultants qu'on peut aller voir parce que même moi, j'avais vu passer des projets où il y avait de l'énergie en trop. Là, les gens disaient, nous, on a de l'énergie en trop. Comment on pourrait transformer? Tu sais, on fait beaucoup de chaleur avec notre usine ou peu importe notre manufacture, nos processus. Mais il y a quelque chose à faire avec cette chaleur-là qui déborde. C'est de dire, oui, ça coûte de l'argent jeté, mais aussi tu as un coût de renonciation si tu valorises pas le déchet. Fait qu'il y a comme deux pertes. T'sais, oui, ça te coûte, mais oui, tu fais pas l'argent que tu pourrais faire en le revalorisant. Bref, il y a vraiment quelque chose de... Il y a des subventions aussi. Des subventions. Souvent, les gens... Bon, là, tu vas avoir des appels. Là, c'est ça. C'est parce que, tu sais, souvent, les gens disent « Ah, j'ai pas le temps. » Mais il y a des gens qui font ça, tu sais, nous, on les voit. Puis, tu sais, le concept d'économie circulaire, ça devient de plus en plus sexy, là. Les bailleurs de fonds, les ministères, tu sais, ils commencent à le nommer. Tu sais, Recycle Québec, ils font plus juste du recyclage, tu sais. Recycle Québec, tu sais, oui, ils travaillent sur le recyclage, mais la vision, puis là, c'est ça, la feuille de route en économie circulaire est sortie il y a 2 semaines, en fait, là. On va la mettre dans la note. Ouais, c'est ça. Oui, on va glisser ça dans les show notes. On sait c'est quoi les 5 grands chantiers qui s'en viennent dans l'avenir, là, tous les rejets qui viennent de la construction. Fait que toutes les démolitions des meubles, c'est un des gros chantiers qui s'en vient. Fait que c'est des entrepreneurs qui veulent se lancer dans des constructions, ça va nous faire plaisir de les accompagner. Après ça, il y a tout ce qui est chantier des textiles. Ça aussi, c'est un fléau, en fait, là, les textiles, parce que il y a en fait, c'est tous les produits pétroliers. En fait, la majorité de nos vêtements viennent de pétrole. Fait que comment les valoriser, comment les sortir d'enfouissement, comment ne pas les exporter à l'international aussi. Fait que ça va être un gros chantier qu'on va attaquer. Puis c'est le fun parce que il y a plein de beaux projets qui s'en viennent là-dessus. Au niveau bioalimentaire aussi, ça va être, on connaît notre compostage, mais les entreprises qui génèrent des grosses quantités n'ont pas des bacs de compost de 360 litres, mais ils ont besoin d'autres choses, eux autres. Fait que, eux aussi, ça va être eux qui vont être les prochains. Après ça, tout ce qui est déchets de mine qui ne nous implique pas pour l'instant, ça s'en vient. Puis, il y en a un autre, mais j'oublie. Ah ben, c'est pour ça que les gens vont aller voir dans les notes d'épisodes, chercher la brochure. C'est juste pour dire que, c'est ça s'en vient, puis qu'on va en parler de plus en plus d'économie circulaire, puis qu'on en parle de plus en plus de sources de financement pour justement aider à éponger un peu le coût d'investissement souvent pour avoir des bacs de plus, pour mettre des technologies en place, pour valoriser nos produits, puis après ça, avoir un plus économique avec ça. Il y a plein d'opportunités, puis moi, je fais le pont avec le rachat d'entreprises aussi, là. Oui. Fait que, idéalement, quelqu'un de wise en ce moment, c'est ça, il va voir des entreprises qui sont à vendre, puis cette façon de revaloriser là, ces subventions-là, et ces piliers de développement du Québec-là qui ont été nommés, là, puis matcher les deux, parce que là, il y a comme... Moi, pour vrai, je trouve que le reprenariat, c'est un bel exemple, justement, d'économie circulaire. C'est pourquoi développer des nouvelles entreprises, qui ont des entreprises existantes, qui fonctionnent bien, qui ciblent un besoin déjà dans le milieu. Moi, je suis 100% pour le reprenariat. Plutôt que de laisser aller, oui, tout à fait. Tu laisses aller un modèle qui fonctionne, puis des relations, il y a toute une toile d'araignée autour d'une entreprise, puis là, ça s'effondre au lieu de dire pourquoi créer 1000 nouveaux produits? Il y en a déjà qui existent.
on peut juste essayer de les aider. Toute la recherche, développement. Ah non. On est oui, comme tu dis, c'est de l'économie circulaire. Puis disons qu'on allume sur une opportunité en tant qu'on en parle aujourd'hui. On fait comme, OK, j'aurais pas pensé à ça. Mais comment on fait pour approcher un parti externe? Puis oui, moi, je suis vendue partenariat stratégique. À côté, je pense que c'est comme ça qu'on développe les plus petites, entre guillemets, entreprises, là, de 50 employés. Moi, ça, même les grosses, c'est comme ça qu'ils se développent. Là. Mais bon, nous, on parle de ceux qui ont moins de ressources internes. Fait que t'as pas le choix d'aller chercher des partenaires, mais comment on fait ça quand on voit une opportunité de dire « Hey, je veux tes déchets! » Oui. Toc, toc, toc! Comment on fait ça? Ben, c'est ça. Je parle peut-être pour nous. En fait, nous, on organise souvent des ateliers de maillage, en fait. Là, c'est ça l'objectif, en fait. Okay. Fait qu'on dit aux entreprises, exemple, on a une thématique bioalimentaire. On a des entreprises bioalimentaires. Dites-nous c'est quoi déjà vos déchets à l'avance. Fait que là, on essaie de faire des maillages d'entreprises. Fait que, leurs besoins offrent. Fait que ça, c'est une façon de faire. Mais sinon, tu sais, on a toutes nos chambres de commerce, on a tous nos organismes de développement économique, tu sais. On parle tous déjà avec les entrepreneurs parlent avec les entrepreneurs, tu sais. C'est juste d'aborder la question des déchets, qui est pas vraiment pas un sujet sexy, je en conviens. Mais quand il y a un signe de pièce à côté, ça intéresse les gens. Exactement. Les entrepreneurs, ils parlent en termes économiques, tu sais. Quand une entreprise, tu sais, c'est ça, a de la misère financièrement, ben, tu sais, là, vas-y, pousse, trouve des partenaires autour de toi, puis tu peux être surpris des fois, là, que pas nécessairement l'entrepreneur à qui tu vas parler va te donner la solution, mais il va te dire, pense à ce gars-là. C'est souvent ça qui arrive dans les ateliers de maillage. On réunit 10-15 entrepreneurs ensemble, puis ils connaissent tous, ils ont tout un grand réseau. Quand il dit, ben, moi, j'ai tel déchet, ben, l'autre va dire, hey, t'as-tu pensé à appeler telle personne, tu sais? Ben, non, j'avais pas pensé, t'sais. Des fois, c'est juste, ils n'ont pas le temps, tu sais, dans leur to-day, tu sais. C'est juste de gérer leur business, tu sais, parler de déchets, c'est pas, tu sais, ça, mais non, tu sais. Puis je l'appelle, puis il l'appelle, puis ça amorce quelque chose. Ça peut juste amorcer quelque chose. Faut juste être persévérant parce que souvent, on sort des sentiers battus. Tu sais, c'est vraiment pas des choses faciles. Je veux pas dire que t'appelles quelqu'un puis tu vas régler ton problème comme ça, là. Si ça serait facile, ça serait déjà fait. Ouais. L'économie circulaire, moi, c'est toujours ça. En fait, mon travail, c'est ça. Si ça serait facile, ça serait déjà fait. Déjà quelqu'un qui aurait saisi l'opportunité. Mais souvent, c'est juste un petit maillon qui monte. T'sais. Ça me prend une logistique, ça me prend un entreposage, ça me prend... C'est ça. Des fois, c'est juste essayer de mettre les mailles ensemble pour que ça marche. Mais les meilleurs modèles d'affaires sont basés sur le fait que quelqu'un a vu une opportunité là où personne d'autre ne le voyait, puis qui a tenu le morceau, là, tu sais, qui l'a pas lâché, puis qui est allé jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois aller des fois dans le maillage ou dans le développement stratégique, tu sais, quand tu inities des relations, puis là tu dis « Oh mon Dieu, faut pas s'y prendre comme ça » ou « Faut pas faire ça parce que ça tu vas rentrer dans le mur. » OK. Bonne question. Non. Je pense qu'il y a une mauvaise façon d'avoir la situation. Ce que je vois souvent, les erreurs, c'est que les gens, les entrepreneurs s'attendent à avoir des résultats extrêmement concrets, extrêmement rapidement. Et, j'en suis une. C'est ça. C'est vrai, c'est ça. C'est correct. Mais on est toujours frustrés parce que c'est jamais assez vite. C'est clair. Puis, tu sais, ces partenariats-là, souvent, comme je dis encore, si c'était facile, il y a déjà quelqu'un qui le ferait. Fait que, tu sais, il faut être persévérant là-dedans. Puis, des fois, il peut y avoir des belles surprises. Je dis pas que c'est toujours difficile, mais, tu sais, faut y croire. Tu sais, il faut que ça fasse partie des entreprises qui sont des leaders. C'est pas juste comme une opportunité d'affaires en termes économiques. Tu sais, maintenant, le développement durable, tu sais, l'économie circulaire, des entreprises que je vois, mettons, que ça réussit, c'est parce qu'ils portent ça dans leurs valeurs. Tu sais, que c'est vraiment en eux, puis dans le day-to-day, là, ça va, c'est comme tu disais, tu sais, vous faites déjà des efforts, ça fait partie de votre réflexion au quotidien, tu sais, fait que ce sera pas difficile pour vous d'essayer de mettre en place des actions, tu sais. Mais c'est ça, il y a des entreprises qui n'ont pas ces réflexes-là, tu sais. Mais on est comme responsable d'être un meilleur citoyen, puis l'entreprise, tu sais, c'est une entité propre, là, qui doit être meilleure citoyenne aussi, à la base. Mais c'est clair que pour convaincre une entreprise qui fait de la même façon depuis 40 ans, puis qui fait de l'argent encore, ne sent pas le besoin de s'intéresser à ça jusqu'au moment où là, elle va réaliser que, OK, là, c'est en train d'affecter le monde dans lequel je vis, là. Exact. Puis souvent, il y a des leaders naturels, là, puis ces gens-là vont saisir les opportunités, puis là, les autres entrepreneurs vont dire, OK, il est capable, ça se peut, c'est faisable, il va dire, OK, parfait, je le suis, tu sais. C'est ce genre d'exemple-là que nous, on essaie, en fait, avec
qui on essaie de travailler. Ces leaders naturels-là qui vont prendre des risques, justement, puis qui vont essayer des choses, sortir des sentiers. Moi, de ma perspective, de mon expertise, les entreprises qui investissent, je veux dire en économie circulaire, en développement durable, toutes ces couches-là, tu sais, quand tu vois l'effort qui est fait pour améliorer le sort de la planète, ben ça justifie un coût plus élevé. Puis souvent, les gens vont davantage aller vers ces produits-là. Les plus jeunes veulent faire des transactions qui ont un certain sens pour eux. Là. Donc, de plus en plus, ça va devenir payant de plusieurs facettes. On parle beaucoup de greenwashing ces temps-ci, l'éco-blanchiment. Ouais. Puis l'autre fois, je parlais avec une entreprise, justement, pour le Mirabeau des Bois, justement, qui m'a dit, moi, l'autre fois, j'ai fait un post Facebook sur mes réseaux sociaux où est-ce que j'ai juste montré mon bac de compost, t'sais. Puis ça a été le post qui est sorti dans les plus de vues, puis tous les indicateurs, justement, puis pourtant, c'est ça, c'est juste, j'ai mis en place un bac de compostage, tu sais. C'est pas... c'est la base pour tous faire ça. C'est peut-être la base pour nous, mais je veux dire, c'est peut-être... Ah ouais, c'est ça. Mais il m'a dit, c'est ça qui m'a fait en sorte que, justement, ça m'a donné... Puis, tu sais, pour lui... Ça fait partie de ses valeurs, de son entreprise. Fait que, tu sais, ça réunit énormément. Puis je pense que c'est ça. C'est des exemples concrets de quand tu mets en place des actions pour les bonnes raisons, mais après ça, tu rayonnes. Puis ce que j'aime dans cet exemple-là, c'est qu'il a documenté une action qu'il a faite. Au lieu de dire qu'il fait X, Y, Z, tu documentes ce que tu fais parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ben des affaires, mais qui font pas grand-chose. Plutôt que fais des choses et documente-les. Et là, ça va bâtir. Oui, on est bon. Tu sais, le greenwashing, on parle, mais on fait peu, là. Fait que dire à l'inverse, fais et documente, c'est vrai que c'est payant. Il met des gestes concrets en place, tu sais, puis il a pas peur de le montrer, puis il fait de façon aussi humoristique, intéressante, tu sais. Fait que non, c'est un bel exemple, je pense, à suivre. Avant qu'on conclue, j'aimerais te poser nos questions. On a un petit quiz, j'aime ta compagnie, OK? Oh shit, OK. Ah, t'es pas obligé! On pige 2 questions. T'en choisis une. Okay. Puis moi aussi, je vais être obligée de répondre. OK? Une formule Ben, c'est parce que c'est en danger moi aussi. Puis le but, c'est de te connaître plus aussi comme humain derrière le conseiller. Puis... En arrière du dumpster. Le plieur de poubelle. Le gars des vidanges. Moi, je vais t'appeler comme ça. OK. Quelle est la valeur profonde qui pourrait te faire refuser un mandat d'1 million de $? Ou, face à un revers que tu as vécu, comment as-tu rebondi et quelles leçons en as-tu tiré dans ta carrière? Je réponds aux deux, c'est ça? T'en choisis une. OK. Je vais y aller avec la première, c'est la plus facile, je pense. Oui. Évidemment, c'est ça. Quelle valeur profonde te ferait refuser un contrat ou un mandat d'1 million de $? Effectivement. C'est quand l'entreprise va justement faire du greenwashing, justement. Là. Puis où est-ce que je vais être en conflit de valeurs, en fait, là, c'est ça, ce que je vais faire. Tu sais. En fait, la raison pourquoi je travaille en économie circulaire, c'est parce que j'ai l'impression vraiment que on essaie d'amener les entreprises à porter des vrais gestes là, qui vont faire une différence concrètement dans leur quotidien. D'accepter un mandat juste pour dire que si on a bonne conscience, je pense. Est-ce que ça t'est arrivé souvent? Non, pas à date, je suis content. Jamais? Pas à date, non. Good for you, wow! C'est sûr. Je veux dire aussi qu'il faut se battre aussi en économie circulaire. On n'attend pas que les gens viennent à nous pour... Tu vas chercher tes clients. Exactement. Mais c'est un peu vrai pour les autres, en tout cas. C'est un peu vrai pour beaucoup de gens. C'est ça. Donc, on se bat pour aller chercher des mandats. On sait c'est quoi, on sait qu'est-ce qu'on peut apporter. Il y a des exemples concrets partout au Québec en économie circulaire. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est évidemment que ça se fasse ici aussi. Fait qu'on va approcher les entreprises avec des idées, des projets potentiels. Puis après ça, c'est à eux de savoir justement s'ils sont prêts à relever le défi. C'est drôle parce que, tu sais, la question à 1 million, là, mais moi, c'est un peu, je vais dire développement durable, là, tu sais, le mot galvaudé, je sais que tout le monde est tanné de cette expression, mais j'aime parce que ça inclut, oui, l'environnement, puis oui, le social. Fait que moi, je refuserais des mandats si je sais que les gens sont pas super bien traités ou que le leadership est pourri. Fait que oui, je dirais non, mais j'ai déjà eu à dire non, moi, par rapport à l'environnement. Okay. Puis c'était dans un moment où, fait que je parle en connaissance de cause, dans un moment où on avait besoin d'argent. C'est ça, hein? Fait que ça a fait... Mais c'était assumé. Puis tu sais, nous, on a dit ça nous ferait plaisir de vous aider. Si ça venait avec un plan de transition
Mais non, non. Pourquoi transitionner quand on fait du cash? C'est des gens qui forçaient un modèle d'affaires qui fonctionnait. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps en télévision, puis c'était ça qu'on faisait. Tu sais, on voulait garder l'écoute en ondes à la télé parce que ça valait cher en pub. Bon, tu sais, on s'est rendu loin en télévision, puis là, on frappe un mur. Là, on a forcé un modèle qui fonctionnait trop longtemps. Mais c'était pareil, c'était dans l'environnement, c'était quelque chose de très polluant, avec pas de plan de transition, puis on a eu à refuser de déposer c'était un appel d'offres avec invitation, puis on a eu dit, ben malheureusement, non. Okay. Y a-tu un plan de transition? Non? Ben, malheureusement, on déposera pas conflit de valeurs profond. Tu me diras c'est qui, comme ça, j'aurais pas de Ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on parle de PME. Ouais. Ben, souvent, c'est les PME. Pas dire que toutes les PME sont parfaites, là. Mais tout le monde travaille fort, tout le monde a une bonne intention, mais on est loin de la perfection. Mais ces entreprises-là, souvent, c'est eux, justement, qui peuvent initier les nouvelles façons de faire. Les changements. Ouais, les changements. De fonds, de société. Exact. Tu sais, on pense beaucoup aux grosses entreprises. Mais tu sais, c'est ça. Il y a plein de petites entreprises qu'on parle pas. Justement, tu sais, je te parle de la Drèche, l'exemple de la Drèche, le microbrasseur avec le fermier. Tu sais, on révolutionne pas le monde, mais ce qu'ils font au quotidien, c'est le meilleur exemple qu'on veut mettre en place partout. Mais pour eux, c'est comme... C'est ça. C'est naturel. C'est naturel, c'est ça. C'est naturel. On se dit que c'est ça. Les PME, moi, je pense que ils font partie de la solution. Tout le monde. Ouais. Les citoyens, les PME, les gouvernements, mais les entreprises, je pense qu'on est tellement dans le jus, tellement à bout. Tu sais, la pandémie, ça a été dur. Les taux qui augmentent, il y a beaucoup de feux à éteindre, mais pour le voir comme... Là, c'est l'avis de la stratège marketing comme une opportunité d'affaires, de se positionner. En marque employeur aussi. Les employés vont vouloir travailler pour des organisations qui font ça clean, puis que ça ait un sens. Fait que c'est qui va se carrer? C'est un investissement de se tourner vers là et d'être un leader, tu l'as nommé. C'est une forme de leadership. Oui. Écoute, si on veut ton aide, on fait quoi? Vous contactez Francis Boisvert chez Lim Conseil. Je vais vous partager, j'imagine, ton LinkedIn, ton LinkedIn, mon courriel, toutes ces données. On va mettre ça dans les notes d'épisode, le site web d'Elim Conseil. Vous êtes combien chez Elim? On est une équipe de 4 basée à Rimouski. OK. Mais on est aussi partenaire d'un projet qui s'appelle Synergie Bas-Saint-Laurent. OK. Qui couvre en fait l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Fait que j'ai 2 collègues à l'est qui couvrent la Matanie et Matapédia. Puis j'ai 2 collègues qui couvrent l'ouest, le KRT. Puis on travaille tous ensemble, justement, au niveau de l'économie circulaire. Fait qu'on partage nos bonnes pratiques. Puis des fois, juste d'aller chercher un partenaire. Peut-être qu'il n'y a pas de partenaire dans la région ici, mais peut-être qu'on peut aller voir ce qui se fait à l'ouest ou à l'est, puis d'échanger là-dessus. Puis on est très proche des SADC aussi, c'est l'aide au développement des collectivités. Fait que c'est ça, eux aussi, offrent des solutions de financement pour des projets, justement, dans l'économie circulaire. Fait qu'ils peuvent être un bon partenaire aussi. Quelqu'un qui nous écoute du Saguenay ou du Nouveau-Brunswick, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi? Puis tu prends le dossier ou tu vas les mettre en relation? Je vais les mettre en relation parce que c'est ça, en fait, Synergie Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment un projet au Bas-Saint-Laurent. Mais il existe une communauté qui s'appelle Synergie Québec, qui regroupe toutes les mêmes, en fait, des chargés de l'économie circulaire comme moi, mais partout au Québec. Fait au Saguenay, sur la Côte-Nord, à Montréal, à Montérégie. Puis c'est des gens avec qui on échange justement sur nos bonnes pratiques, puis sur qu'est-ce qui se fait de nos projets. Parce qu'on a tous les mêmes enjeux. Mais c'est juste qu'il y a des différences régionales, mais tu sais, les loops de ce monde, on sait, tu sais, que ça s'en vient ici, tu sais, on sait les idées du fan de Montréal, on dit que Montréal, c'est pas toujours les bons, mais des fois, ils ont des bonnes idées, puis les échanges aussi. Nous, on a des bonnes idées en région qui se fait pas. Fait que bref, il y a des gens comme ça partout au Québec. OK, il y a des gens, puis peut-être que la première action, ce serait d'aller vers vous, moi, je dirais, parce que c'est quand même, je pense qu'il y a de la valeur à discuter avec des gens d'expérience qui ont de la hauteur, parce que quand on est dans notre entreprise, on a tellement le nez collé dessus, c'est difficile de voir toutes les opportunités. On est un peu trop dedans. Donc, première action qu'on suggère aux gens, c'est de communiquer avec un consultant comme toi en économie circulaire. Ben écoute, merci de t'être prêté au jeu. J'ai hâte que tu m'écrives pour me dire que tu as eu des beaux appels. Allez fouiller dans vos poubelles, c'est ça mon message, c'est ça. Si vous voulez attirer Francis, ouvrez les portes de la poubelle, je vais être là pour vous. Ben merci Francis. Merci.